Bon, titre un peu provocateur, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, grosso modo, 1994 à 2023, j'étais chercheur à l'Observatoire royal de Belgique. J'ai terminé comme responsable de l'équipe de séismologie et gravimétrie, parce qu'il y a des séismes, notamment en Belgique, on y reviendra un peu. Et mon jouet, moi, je suis physicien à la base, et mon jouet, ça a été surtout, mes instruments de mesure ont été les gravimètres dont je vais parler dans l'exposé. C'est quelque chose qui est sans doute assez mal connu, mais on mesure la pesanteur et ses variations, et je fus un spécialiste en la matière. J'y ai passé quasiment 30 ans de ma carrière, et ici on me voit à côté, à différents âges de ma vie aussi, à côté de trois instruments, dont un dans la grotte à Rochefort, en bas à droite, et les deux autres dans la station sismique et gravimétrique de Membach, près de Penn. Alors j'étais en sismologie, donc pour ceux qui ont fait un peu attention, je faisais des apparitions fréquentes dans les médias chaque fois que la Terre tremblait. Ici, on me voit sortir de la station de Membach, du tunnel. Et la dernière intervention en date, c'est avec le séisme en Turquie il y a 2 ans, juste avant que je ne prenne fonction ici à l'Institut. Alors, parlons maintenant de l'Institut des sciences naturelles. En fait, c'est une continuité dans ma carrière, qui a pu en surprendre certains. Mais en fait, l'observatoire est pas mal tourné vers le spatial à Uccle. Et moi, je suis un terrien, donc avec mes mesures de gravimétrie. Et donc, quand le poste de directeur s'est ouvert à l'Institut des sciences naturelles, j'ai assez vite senti que c'était peut-être bien pour moi, vu que d'abord, le service accueille le service géologique de Belgique, avec lequel on avait déjà quelques collaborations. Et ensuite, c'est un institut où on est essentiellement sur Terre, pour tout ce qui est sciences naturelles, forcément. Et donc, je me sens très proche finalement d'un paléontologue qui va gratter la terre pour chercher un dinosaure, ou quelqu'un qui se balade dans les arbres pour chercher des insectes, ou on a des labos, ce qui est quand même été mon quotidien pendant 30 ans, travailler avec des instruments. Donc, ceci, c'est l'Institut qui est à côté du Parlement européen, avec la tour devant qui abrite une grande partie de nos 38 millions de pièces de collection. C'est quand même la troisième collection en Europe et sans doute la cinquième au monde. C'est un bâtiment, petite anecdote, qui a été fait par De Vestel pour la partie bureau et laboratoire, qui est un architecte complet. Il prévoyait tout, le mobilier, les chaises, les tables, les poignées de porte. Et c'est le même architecte, je vais venir dans le slide suivant, que le Berlaymont, qui abrite la Commission européenne. Et alors le Jean Lay, on connaît pour ceux qui connaissent le musée, il y a le hall des dinosaures qui est fait par l'architecte Jean Lay au début du XXe siècle. Il y a une partie que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a tout un étage au-dessus des iguanodons de bureaux qui vaut la peine d'être vu, avec une magnifique bibliothèque à l'ancienne. Alors, le slide suivant, comme je dis, l'autre style de Vestel, on le retrouve dans le Berlaymont. En fait, pas le Berlaymont nouvelle mouture et massacre architectural, mais sa mouture originale, où on retrouve dans la façade latérale cette structure en échelon qu'on retrouve exactement dans notre bâtiment ici. C'est sa première signature. La deuxième signature de Vestel, c'est cette forme de banane du Berlaymont, qu'on retrouve aussi ici dans la tour des collections et des bureaux, que les gens qui viennent visiter le musée ne connaissent pas. Les gens qui visitent le musée se contentent des bâtiments ici. Alors, nos missions, comme à l'Observatoire, c'est la recherche scientifique et le service au public et l'appui aux politiques, des arrêtés royaux aussi qui décrivent les mesures qu'on doit parfois faire, notamment en une grande partie en mer du Nord ou pour la géologie. C'est la gestion des collections, comme je l'ai dit, et aussi l'éducation et l'engagement du public. Et les enseignants de primaire qui nous écoutent ont peut-être déjà eu affaire à l'Experilab, qui est un camion avec un laboratoire proposant 6 expériences, qui a un succès fou, c'est tout le temps sold out. Il fait le tour des écoles primaires du royaume et un peu le secondaire aussi, et dans les 3 communautés linguistiques du pays, donc aussi en allemand. C'est financé par Solvay, et nous y apportons notre contribution, notamment un appui pédagogique. Voilà. Donc, ça vaut la peine de faire la réservation. C'est un montant très symbolique qui est demandé par participant. Puis, on est responsable aussi, même si l'actualité est un peu malheureuse pour le moment, parce que ce pauvre bateau est à quai en raison d'un conflit juridique, mais on a un formidable navire de recherche océanographique Belgica, qui fait notamment pas mal d'observations et de suivi en mer du Nord, notamment tout l'impact environnemental des éoliennes. C'est énorme, cet impact, ce parc éolien au large de nos côtes, qu'on voit d'ailleurs depuis la côte. Et donc, on a pas mal de mesures de surveillance de ce parc éolien.
magnifique bateau. Je n'espère qu'une chose, c'est qu'il renavigue bien vite. Et pas connu du public non plus, on est aussi en charge de l'avion garde-côte. On est propriétaire d'un avion qui joue un rôle très important de surveillance de la pollution en mer du Nord, de la surveillance de bateaux suspects. Et avec l'actualité russe, c'est d'autant plus nécessaire. Aussi la surveillance des mammifères marins, des pêcheries aussi. On surveille que les pêcheurs ne se livrent pas à des activités non déclarées. Et aussi une surveillance générale de la mer et un appui en cas d'accident. Par exemple, s'il y a une collision avec un navire et des dispersions de polluants, l'avion joue un rôle très important. Il contrôle aussi la pollution émise par les navires. On l'appelle l'avion renifleur. Voilà. Alors là, on va passer au but de la présentation ici, qui est la mesure de pesanteur. Alors, c'est quoi G? La pesanteur, c'est quelque chose qui en fait n'est pas bien connu. Pourtant, c'est ce qui nous fait nous casser la figure quand on tombe. C'est la Terre qui nous attire vers elle avec pas mal de violence en fait, comme je vais essayer de le montrer. Et donc, c'est une accélération. C'est déjà quelque chose peut-être qui passe pas bien intuitivement. C'est le fameux nombre de 9,81 mètres par seconde au carré. Et dans les dias qui suivent, j'essaye d'expliquer ça un peu avec les mains. En fait, une accélération, c'est quoi? C'est un changement de vitesse. C'est donc une vitesse qui varie, c'est une variation. Et c'est passé en fait de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Donc c'est très rapide, comme vous allez le voir si vous n'en êtes pas encore convaincu. Et en d'autres termes, on peut voir ça autrement. Bon, je suis physicien, donc ça c'est tout ce qu'on appelle les mouvements accélérés. Bah, si vous vous lancez comme ce sympathique monsieur ou madame depuis une grue ou que vous sautez depuis la tour Eiffel, que sais-je, ben après une seconde de chute, vous atteignez déjà 35 km/h et 70 km/h après 2 secondes. Autant dire qu'après 2 secondes de chute, il y a déjà fort peu de chances d'arriver vivant. C'est aussi en termes de distance, après une seconde de chute, vous avez déjà parcouru 5 mètres, c'est énorme, c'est quasiment 2 étages d'une maison. Et en 2 secondes, c'est un accroissement qui n'est pas linéaire, il est quadratique. Ben, vous avez déjà parcouru 20 mètres, c'est l'équivalent de pas mal d'étages. Donc, juste une façon d'illustrer que G est une accélération très importante. Elle vous fait très vite prendre de la vitesse. Et si on compare ça avec des voitures, chaque année, je dois un peu adapter ma présentation parce que surtout avec les voitures électriques, il y a pas mal de nouveaux modèles maintenant qui accélèrent très bien. Mais enfin, il y a quand même sur le marché qu'assez peu de voitures qui font mieux que G. Il y a une Tesla, j'ai honte de le dire, mais voilà, qui fait mieux que G, mais même une très bonne Porsche fait moins bien que G. Donc le 0 à 100, il y a beaucoup de voitures normales, elles font nettement moins bien que G. Une bonne voiture routière, bah, c'est plutôt en 8 secondes, alors que si vous sautez de l'atomium, vous atteindrez le 100 km/h en moins de 3 secondes. Par contre, à l'arrivée, ce sera assez délicat. Alors pourquoi mesurer les variations de G? Ben, pas uniquement parce que c'est joli. En fait, il y a une formule de physique qui remonte à Monsieur Newton, qui selon la légende recevait des pommes sur la tête. Mais en fait, ce qui est important de noter, c'est que G dépend de la masse de la Terre, toutes les masses qui composent de la Terre, et de la distance. En fait, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc, si vous vous éloignez d'un facteur 2 de la Terre, vous allez diminuer G d'un facteur 4. Disons que les deux idées à retenir, c'est que G est sensible à la masse et à la distance par rapport à la masse qui produit G. Je dirais qu'il ne faut pas aller plus loin. Et mesurer G, ben, c'est ce que je représente ici avec les balances, ben, c'est mesurer entre autres la masse de la Terre, c'est peser la Terre ou c'est peser des choses parce que si on a une indication sur G, on a une indication sur la masse pour autant que la distance soit connue. Et je vais illustrer ça au fil de l'exposé. Alors G, c'est là que ça devient intéressant évidemment. Bon, d'abord, ça permet de mesurer la masse de la Terre, c'est déjà intéressant en tant que tel, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que G varie. Et mesurer des variations, c'est essayer de comprendre ce qui cause ces variations. Ben, la première variation, elle est connue depuis longtemps, depuis le XVIIIe siècle, c'est lié à l'aplatissement de la Terre. Donc, si vous êtes au pôle, ben, vous êtes plus proche du centre de la Terre qu'à l'équateur. Donc, la Terre, elle est aplatie. Alors, pourquoi elle est aplatie? C'est en raison de la rotation et la force centrifuge qui tend à éloigner l'équateur du centre de la Terre. Et donc, il y a un effet assez important qui se note en fraction de mètres par seconde au carré, donc en millième de G. Donc, c'est déjà relativement important. Et donc, ici, je donne différentes valeurs. À Bruxelles, ben, c'est le nombre qu'on apprend à l'école
aux leçons de physique en humanité, c'est le fameux 981 qui est valable, qui est exact à ce niveau-là de précision dans toute la Belgique. Je donne pour le fun la valeur à Uccle. Alors au pôle, c'est plus fort et à l'équateur, c'est plus faible. Et c'est une des raisons pour lesquelles on envoie les fusées depuis l'équateur ou de points proches de l'équateur, donc que ce soit la Floride, Cap Canaveral, Baïkonour pour les Russes ou la Guyane pour les Européens avec Ariane, c'est parce que ça coûte un peu moins cher de lancer des choses vu que G est moins fort, on est moins lourd et donc on peut déjà pour le même prix, on peut lancer des choses un peu plus massives. Il y a d'autres raisons, c'est qu'au niveau de la mise en orbite, le fait de partir proche de l'équateur facilite aussi certaines choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, quand vous êtes proche de l'équateur, vous bénéficiez d'un G moins fort et de la vitesse de rotation de la Terre, de l'accélération, de l'entraînement lié à la rotation de la Terre qui vous donne déjà, si vous voulez, un coup de rein bienvenu pour envoyer les choses en orbite. Donc ça, c'est la première variation de G. En tant que telle, là, elle n'est toujours pas très intéressante. Bon, elle nous dit que la Terre est aplatie, mais ça, on le sait par d'autres moyens. Mais il y a un autre phénomène déjà plus intéressant, c'est que comme G dépend de la distance par rapport au centre de la Terre, quand vous vous éloignez du centre de la Terre, elle diminue. Et donc, mesurer une variation de la pesanteur permet d'avoir des indications sur la variation d'altitude. Donc, si je mesure de manière répétée la pesanteur en un point et que je vois cette pesanteur varier, ça peut me donner des indications sur les variations d'altitude. L'autre dépendance, elle est bien connue, mais peut-être pas sous cet effet gravimétrique, mais c'est l'effet des marées. Vous connaissez les marées à la mer du Nord, la mer qui monte et qui descend 2 fois par jour. Il n'y a pas que la mer qui monte et qui descend 2 fois par jour. Il y a la Terre dans son entièreté qui est déformée jusqu'à une trentaine de centimètres 2 fois par jour sous nos latitudes du fait de l'attraction des forces gravitationnelles conjointes de la Lune et du Soleil. Alors ici, ce que j'ai montré, la synchronisation du dessin n'est pas parfaite, il va falloir que j'arrange ça, tiens. Mais on voit la Lune tourner autour du centre de masse commun Terre-Lune et la Terre qui elle-même tourne autour de ce centre de masse. Il y a une petite faute, la Terre devrait tourner autour du point vert, mais peu importe les détails techniques, j'ai représenté par cette ellipse bleue le bourrelet de marée induit par la Lune. Et donc, il y a les marées océaniques que l'on connaît bien, que l'on observe bien, que ce soit en Bretagne ou à la côte belge, mais je peux vous assurer que notre sol bouge également sous l'effet des forces de marée. Donc la Terre, si vous voulez, elle a la rigidité d'une boule d'acier, elle se déforme sous l'effet conjoint de la Lune et du Soleil. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas énorme, 300 milliardièmes de G, mais il est très bien mesuré avec des gravimètres, on va y venir. Donc, ces appareils qui mesurent les variations de la pesanteur ou la pesanteur elle-même, on peut mesurer les variations de marée. C'est pas spécialement intéressant, des marées, on n'a pas appris énormément de choses sur l'intérieur de la Terre. Par contre, mesurer les variations de G, comme ça dépend de la masse, ça nous renseigne sur les mouvements de masse. Et donc, si vous avez des variations de masse dans la Terre liées, par exemple, au contenu en eau dans les aquifères ou au contenu des masses contenues dans les glaciers comme au Groenland ou en Antarctique, eh bien, si vous voyez la pesanteur varier dans le temps, ça vous donne des informations extrêmement importantes sur les variations de masse d'eau ou de glace. Alors ici, je ne vais pas parler des glaces, c'est un sujet à part entière. On va parler de l'eau vu que c'est aussi le sujet. Mais il faut savoir que quand on vous parle maintenant dans la presse que le Groenland ou l'Antarctique ont perdu autant de gigatonnes de masse cette année, c'est notamment par des mesures de pesanteur que l'on connaît maintenant ces variations de masse. Alors, variations de pesanteur mesurées essentiellement par satellite et même uniquement par satellite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le principe est le même, on mesure des variations de pesanteur que l'on relie à des variations de masse. Donc, n'oubliez pas notre formule ici au-dessus, G égale grand G fois M sur R carré. Donc, si on considère que le grand G et le grand R sont constants, c'est que M varie. Alors, puisque G varie en fonction des masses dans le sous-sol, alors ici j'ai parlé de la glace et de l'eau, mais ça peut être autre chose, ça peut être des magmas, donc mesurer des variations de pesanteur sur un volcan fournit des informations extrêmement précieuses sur ce qui se passe sous nos pieds si on est sur un volcan, mais aussi ça peut avoir donné des informations sur la géologie du sous-sol. Et donc, mesurer les variations de G, du moins spatialement, entre différents points d'un pays, par exemple, est un outil de prospection géologique et minière pour rechercher, par exemple, du pétrole. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans ce domaine qui est très technique, mais enfin, il faut quand même savoir que
quand vous mesurez, quand vous utilisez votre smartphone et votre GPS intégré qui vous donne l'altitude, il faut savoir que caché derrière, il y a quand même des gens qui ont beaucoup transpiré à mesurer la pesanteur un peu partout en Belgique parce que il faut un système de référence aux altitudes et la pesanteur en est une composante essentielle par ce qu'on appelle l'établissement d'un géoïde, qui est un système de référence d'altitude. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails. Si vous voulez, c'est ce qui représente le niveau moyen des mers quand on dit que l'altitude est au-dessus du niveau moyen des mers à Ostende. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est par rapport à un géoïde qui joue un rôle là-dedans. Alors en géologie, je vous ai dit, c'est un outil de prospection. Ici, on voit typiquement une gravimétriste occupée avec un gravimètre de terrain qui est en train de faire un relevé des variations de pesanteur dans une zone donnée et de voir si on peut en déduire des informations sur le sous-sol. Puis je vous ai dit, c'est un outil de géodynamique pour voir les mouvements des masses profondes, pas uniquement les glaces sous l'eau, ça peut être des mouvements plus subtils dans le manteau terrestre et aussi liés au mouvement des plaques tectoniques. Et je vous ai dit, c'était pas uniquement les variations de masse, mais aussi les variations d'altitude, et donc liées les déformations tectoniques et les variations de pesanteur induites. La mesure de G des variations de G joue un rôle important. Et puis, nous avons la glaciologie, je vous en ai déjà parlé. Il y a même un projet d'Allemands qui ont installé il n'y a pas longtemps un gravimètre à la Zugspitze, le point culminant en Bavière de l'Allemagne, dans les Alpes bavaroises. C'est pour le bilan des masses neigeuses dans la région. Donc, on lie directement les variations de pesanteur aux variations des masses neigeuses. Et alors, ça va être les slides qui vont suivre, c'est les variations des masses d'eau dans le sol. J'en ai déjà touché un mot en vulcanologie et aussi en métrologie. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'en parler, mais il faut aussi savoir que le mesuré G est devenu indispensable dans le système international d'unités pour déterminer le kilogramme. Donc, si vous achetez 1 kilo de steak chez le boucher et que votre balance a bien été étalonnée chez le boucher, ce qu'il a normalement été le cas avec le service de la métrologie qui vérifie cela, eh bien, sachez que derrière se cache quelque part une mesure gravimétrique dans un laboratoire. Alors, dernière application presque envie de dire folklorique, mais inattendu, comme c'est un outil de prospection minière, en fait, il y a eu des mesures de pesanteur qui ont été faites dans les années 90 suite au déraillement d'un TGV près d'Amiens. Déraillement sans conséquence, heureusement. En fait, il y avait des cavités sous la voie qui n'avaient pas été détectées pendant la pose des voies de la ligne haute vitesse nord en France. Et suite à ce déraillement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des cavités datant de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Et ici, on voit les collègues du BRGM, le Bureau de recherche de géologie minière en France, faire un profil de microgravimétrie avec un gravimètre de terrain en train de faire des mesures pour voir s'il y avait d'autres cavités. Ça reste honnêtement une technique assez lourde à mettre en œuvre, mais qui peut fonctionner. Je me suis moi-même amusé à le faire pour mettre en évidence un gouffre à Rochefort. Ça, c'était un simple exercice pratique avec des étudiants. Le gouffre était connu, mais je peux vous dire que le gouffre n'a pas échappé au gravimètre. Alors ça, c'est le dernier transparent qui s'éloigne de l'eau. C'est aussi, je vous disais, ça donne des informations sur la structure de la Terre en géologie. Ici, c'est ce qu'on appelle une carte d'anomalie de Bouguer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une carte qui vous donne, si vous voulez, par rapport à un modèle de Terre moyen, les écarts. Et vous voyez que c'est rouge dans ce qu'on appelle en fait le massif du Brabant, et bleu, par exemple, dans le Graben de la Roure, le fossé, si vous voulez, lié à la vallée du Rhin, de la Meuse, de l'Escaut et de la Roure, et aussi dans le bassin parisien et l'Ardenne. En fait, c'est simplement lié à des densités de roches différentes. On voit le fossé rhénan qui est rempli de sédiments qui sont beaucoup moins denses que le massif du Brabant, qui est un massif très ancien, qui est un massif de granit très dense, profond, qui affleure à certains endroits, mais par exemple à Uccle, il est à 100 mètres sous la surface du sol. Et qui se trahit dans les mesures de pesanteur. Alors on voit le bassin parisien qui est relativement moins dense, c'est lié à l'épaisseur couche sédimentaire. Et alors l'Ardenne, me direz-vous, c'est rocheux, oui, mais c'est un peu moins dense parce que les schistes ardennais, du massif schiste rhénan, sont moins vieux et moins denses que le bon vieux massif du Brabant. Alors, comment mesurer la pesanteur? C'est avec un gravimètre ou un gravistrumpf. Pour la petite histoire, Peyo avait dessiné beaucoup de cartes de vœux dans les années 70 pour l'observatoire. Il était copain avec le responsable de gravimétrie de l'époque et
il y a un dessin qui a été fait lié à une exposition dernièrement au planétarium, et ça c'est le gravimètre absolu. Je vais y revenir à cet instrument. Alors, le plus facile, c'est de mesurer des variations. Toujours plus facile de mesurer des variations qu'une valeur absolue. C'est comme au solfège, pour ceux qui ont de la chance ou la malchance, c'est selon d'avoir l'oreille absolue. Il y en a, on leur joue n'importe quelle note, ils savent que c'est un la, que c'est un do, mais la plupart des gens, comme sans doute vous et moi, on doit vous donner le la pour ensuite déduire d'autres notes. Donc vous n'avez qu'une oreille capable de faire des variations. C'est plus facile. Mais celui qui a l'oreille absolue, il n'a même pas besoin qu'on lui donne le la. Mais les gravimètres, c'est la même chose, il y a les absolus et les relatifs. Dans un monde idéal, tout le monde devrait être absolu, mais dans un monde pratique, pour des raisons purement techniques, on est obligé de bricoler avec les deux. Alors, un gravimètre à ressort, c'est très simple. Le principe, c'est une masse suspendue à un ressort. Si la pesanteur augmente, la masse va être attirée davantage vers le sol, le ressort va s'allonger, et inversement, si la pesanteur diminue, la masse remonte. Voilà. Mais ça ne permet de mesurer que des variations. Et ici, vous avez sur l'image deux types de gravimètres à ressort. Alors là, je suis occupé à l'Institut suisse de métrologie à Berne à gauche, et à droite dans des grottes de Rochefort à quelques dizaines de mètres sous la terre. Voilà, fort bien. Mais c'est des gravimètres pas très stables. Le problème du ressort, c'est mécanique, il dérive, il n'est pas toujours très stable. Donc, c'est pas la meilleure technique. Ça marche bien, c'est portable, c'est compact, mais c'est pas la meilleure précision. Alors, il y a un autre type de gravimètre qui fonctionne selon le même principe, c'est-à-dire une suspension, mais au lieu d'avoir un ressort mécanique, qui peut être en métal ou en verre, comme vous le verrez plus tard, on a une suspension magnétique dans un champ magnétique. Et le champ magnétique est généré par un courant qui est circule dans un bobinage, et le tout est rendu supraconducteur. Alors, pourquoi supraconducteur? C'est pour avoir une très grande stabilité dans les courants. En fait, la supraconductivité, c'est quoi? À très basse température, certains métaux deviennent supraconducteurs. Ça veut dire que quand vous lancez un courant dans le métal, il persiste dans le métal sans jamais être dissipé. Il n'y a plus de dissipation par effet Joule, par frottement. Si vous envoyez un courant dans un conducteur électrique fut-il en or ou en cuivre, il va se dissiper immédiatement par, si vous voulez, des phénomènes de dissipation, on pourrait presque dire de friction. Ça n'existe plus quand un matériau est supraconducteur, et donc malheureusement ça a un prix. Il faut refroidir ici dans un gravimètre à 4 degrés Kelvin ou moins 269 degrés Celsius, donc super froid. Ça se fait avec de l'hélium liquide. L'avantage, c'est que ça nous fait une suspension parfaitement stable, et le gravimètre de Membach que vous voyez là, il a battu un record mondial. C'est qu'on a eu un courant dans un bobinage supraconducteur qui a persisté pendant plus de 27 ans. Maintenant, malheureusement, le gravimètre a pris sa retraite. Donc, on a injecté un courant en 1995, et ce courant n'a jamais été dissipé depuis. Ça nous a produit un ressort formidable. Alors, l'inconvénient de ce type de gravimètre, c'est qu'il n'est pas vraiment mobile du fait de sa taille et de l'hélium qu'il contient. Donc, chacun a un peu sa spécialité. Alors, le capteur d'un gravimètre à ressort, juste pour le fun quand même, vous voyez que c'est assez petit, c'est assez extraordinaire parce que c'est pas grand. L'échelle ne le montre pas bien, mais c'est aussi long que mon pouce. Hein, c'est un ressort en quartz dans ce type de gravimètre, donc du fer fondu qui forme un ressort, et c'est assez incroyable. Vous trimballez ce truc et ça vous donne quand même des variations de G à quelques milliardièmes près. C'est quand même pas si mal. Et ça, c'est un gravimètre à supraconducteur. Ça, c'est le modèle qui est à Rochefort avec ce grand vase Dewar. C'est une bouteille thermos, si vous voulez, qui contient l'hélium liquide. Alors, évidemment, avec tout un système de réfrigération un peu sophistiqué, si vous voulez, c'est un super frigo qui refroidit à moins 269 degrés. Et là, vous voyez la bille qui lévite dans son champ magnétique. Ça, c'est un éclaté du capteur de l'ancien gravimètre Ducle qui a été mis à la retraite il y a 25 ans et dont le service technique de l'observatoire avait fait une magnifique découpe, et il peut être vu à l'observatoire. Alors ça, c'est beaucoup plus drôle. C'est quelle est la précision d'un gravimètre à supraconductivité? C'est une expérience que personne n'avait jamais faite dans le monde et que j'ai pu faire un peu par hasard parce que le gravimètre qui est à Rochefort, il y en avait un à Membach et il y en a toujours un à Rochefort, au-dessus des grottes là. Il est dans un petit puits. Et donc, il y a un couvercle et on peut fermer le couvercle, on peut s'installer au-dessus du couvercle. Et ce que j'avais fait, j'avais mis un Kobe sur le couvercle. Donc, si vous voulez, c'est la même photo, mais couvercle fermé. Et j'avais mis ce Kobe qui s'était assis pendant 6 minutes au-dessus du gravimètre. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce Kobe? Il a une masse. N'oubliez pas que la pesanteur est sensible à la masse. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attiré le capteur, donc la bille qui est suspendue dans son champ magnétique, il l'a tiré vers le haut, vu que la masse était au-dessus du gravimètre. Donc, en quelque sorte, il a provoqué une sorte de contre-pesanteur par rapport à l'attraction gravitationnelle induite par la masse de la Terre. Alors, évidemment,
ce Kobe a une masse nettement inférieure à la Terre. La masse de la Terre, c'est 6 avec 23 zéros derrière kilos. Lui, c'est au pire, à l'époque, 4 avec un seul zéro après. Mais néanmoins, il était très près du capteur et on a vu son effet et on a vu qu'il a le gravimètre a interprété sa présence comme induisant une pesanteur, une diminution de pesanteur de l'ordre de quelques fractions de milliardième de G. Donc tout petit, mais ça montre la précision de l'instrument. Donc en d'autres termes, si nous étions proches l'un de nous, je ne sais pas, Élise, Émilie ou je ne sais pas, n'importe quel autre collègue en ligne, si nous étions proches l'un de l'autre à 1 mètre, en tout cas, au niveau physique et au niveau de la physique de Newton, je pourrais vous affirmer avec certitude que nous nous attirions avec une force, nous induirions l'un sur l'autre une accélération qui est tout à fait mesurable dans les capacités de mesure du gravimètre. Alors, il faut être honnête, à la limite du mesurable, mais on le mesure très bien. Voilà, donc vous avez ici le Clément. Retenez cette unité de mesure parce qu'on y reviendra. En fait, c'est équivalent. On pourrait remplacer Clément par une couche de 7 mm d'eau à la surface de sol. Pour vous expliquer, quand vous regardez les statistiques de l'IRM, de la météo, on va vous dire aujourd'hui il est tombé 10 litres d'eau par mètre carré. C'est équivalent en fait à 10 mm d'eau par mètre carré. Donc une petite couche d'un centimètre d'eau par mètre carré. Bien, si vous entendez ça, maintenant vous pourrez dire qu'il est tombé l'équivalent d'environ un bon Clément par mètre carré. Donc en d'autres termes, et c'est là que ça devient intéressant pour la suite de l'exposé, c'est que vous remplacez Clément par une couche d'eau, le gravimètre va l'interpréter de la même façon. Il va dire, ah, une baisse si l'eau est au-dessus de lui, ou une augmentation si l'eau est en dessous de lui. Donc si l'eau est en dessous du gravimètre, vous allez ajouter l'effet de la masse d'eau à la masse de la Terre, vous allez avoir une augmentation de la pesanteur. C'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, mesurer les masses d'eau dans le sol est en fait un sacré défi encore à l'heure actuelle. Et j'ai pu, au cours de ma carrière, pendant 20 ans, entre 2000 et 2023, une vingtaine d'années, j'ai pu apporter ma petite pierre avec les hydrogéologues. Et c'est comme ça que physicien et gravimétriste et sismologue à mes heures perdues, j'en suis devenu à devenir à mon corps défendant quelque peu hydrogéologue. Pour être exhaustif, il y a un type de gravimètre très expérimental, on n'y est pas encore, mais lié à des suspensions toujours à ressort, mais faites dans la silice. C'est ce qu'on appelle de la micro-électromécanique. En fait, vous avez ce genre de suspension dans vos GSM. Vous pouvez même télécharger des applications qui transforment votre GSM en sismomètre. C'est basé sur ce genre de petits capteurs. Donc, vous avez des gravimètres ou sismomètres dans votre GSM sans le savoir, dans votre smartphone. Mais la précision, on n'y est pas encore. C'est une étude qui a été faite en 2017, mais je ne pense pas qu'on ait vraiment fait beaucoup mieux depuis. Vous voyez en rouge les variations de pesanteur liées à la marée attendues et en bleu ce qu'a mesuré le capteur. On voit quelque chose, ça marche, mais on est encore loin de la précision. En tout cas, ce n'est pas encore avec un smartphone qu'on va mesurer un Clément. Donc voilà, je dis, on est 1 million de fois moins précis que les gravimètres à supraconductivité. Par contre, vous imaginez les applications de ce genre d'instrument. Si on pouvait mettre un gravimètre dans un drone, on pourrait faire des tas de choses en termes de cartographie du pays. Je vais terminer ça, mais je ne voudrais pas être trop long dans les détails techniques. C'est le gravimètre absolu qui, lui, vous donne le La. En termes musicaux, il vous donne vraiment la pesanteur avec exactitude, tout le fameux 981. Le principe est très simple, c'est vraiment le principe de Galilée qui lance, selon la légende, des masses depuis la tour de Pise. On regarde le temps de chute d'un objet, plus la pesanteur est forte, plus l'objet va tomber vite. Donc rappelez-vous, sur la Lune, on fait des grands bonds parce qu'on tombe beaucoup moins vite, parce que la pesanteur est moins forte sur la Lune. On tombe beaucoup plus vite sur Terre, et vous tombez encore plus vite sur Terre si vous êtes au pôle par rapport à l'équateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un instrument qui est complémentaire simplement des deux autres. Et en plus, il a comme inconvénient qu'il est encombrant. Voilà, vous le voyez que je l'embarquais dans la camionnette de l'observatoire. Ça reste un instrument un peu lourd à trimballer, qui demande aussi, il lui faut des abris pour travailler parce qu'il doit travailler pendant plusieurs heures. Il est un peu frileux. Il a besoin d'être abrité raisonnablement du vent ou des variations de température. Ce qu'un gravimètre à ressort n'a pas besoin, mais par contre, il est moins précis. Et encore pour être tout à fait technique, il y a aussi des gravimètres atomiques, mais je crois que je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Alors, allons à Membach. Membach, c'est une station de 140 mètres, c'est un tunnel de 140 mètres sous le plateau des Hautes-Fagnes, entre Eupen et le barrage de la Gilep, et ça avait été construit au début des années 70 lors du rehaussement du barrage de la Gilep.
Dans le cadre de la surveillance sismique de la région, on rehaussait le barrage, donc ça rend toujours les gens inquiets. Et les travaux publics de l'époque avaient dit on va installer une station sismique pour surveiller la région. Et le contrat est toujours pleinement rempli par l'observatoire qui continue à mesurer la sismicité du coin, entre autres via cette station. C'est une des stations du réseau sismique belge, mais on y a aussi installé en 95 le gravimètre à supraconductivité qui a maintenant pris sa retraite et qui a battu tous les records et qui a donné une moisson d'informations tant au niveau météorologique, pas météorologique, météorologique, c'est-à-dire la science de la mesure, qu'au niveau hydrologique. Et vous allez le voir aussi, météorologique, ça c'était un peu une surprise. Donc voilà, il est au bout de ce tunnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de ce tunnel, il est en dessous, 48 mètres en dessous de la forêt. Alors, je vais donner d'abord un petit cours d'hydrologie, un cours très rapide. C'est pas compliqué en fait le cycle hydrologique. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Vous avez l'eau qui tombe au sol et il arrive trois choses à cette pauvre eau. Première chose, c'est le ruissellement. Alors il est très efficace en ville, évidemment, l'eau qui tombe sur votre toit ou sur un parking ou sur la rue, elle va ruisseler, partir à l'égout immédiatement. Ou si elle tombe sur un sol saturé en eau ou un sol durci par la sécheresse, c'est ce qui provoque parfois ces graves coulées de boue et d'inondations lors des orages d'été, elle va ruisseler immédiatement sans rentrer dans le sol. Une autre partie s'infiltre. Et c'est pour ça qu'on dit que les pluies d'hiver bien continues et bien lentes et bien gentilles sont très importantes pour notre approvisionnement en eau parce que c'est de la pluie qui tombe gentiment sur les sols de nos forêts ou de nos champs ou de nos jardins et qui rentre gentiment dans le sol et qui finissent par remplir nos aquifères. Et ça, c'est évidemment très important pour assurer l'eau et l'approvisionnement des rivières en été. Et puis le troisième, qui est un peu moins connu, c'est l'évapotranspiration, qui est surtout très efficace en été et qui est même dominant. C'est la raison pour laquelle vous entendrez souvent dire, surtout en temps de sécheresse, oui, il a beau pleuvoir pendant le mois de juillet ou le mois d'août, si l'hiver qui précède a été sec, ces pluies de mois de juillet ou de mois d'août sont juste inutiles. Enfin oui, elles font toujours du bien à la végétation si pour autant qu'elles ne soient pas orageuses et qu'elles ne ruissellent pas trop, mais c'est des pluies qui ne vont jamais remplir les aquifères. C'est en ce sens qu'elles sont inutiles. En fait, elles vont être immédiatement, d'abord en partie interceptées en milieu forestier par les feuilles et le couvert, la canopée végétale qui va déjà en intercepter une partie et par les bonnes températures clémentes de l'été, une jeune partie qui va s'évaporer immédiatement. Et puis ce qui va tomber sur le sol va être aussi évaporé assez rapidement par deux phénomènes, l'évaporation simple de l'eau, comme on fait sécher le linge, mais aussi ce que les arbres boivent. Alors un arbre en bonne santé, c'est un bon hêtre en forêt de soigne, il vous boit 200 à 300 litres par jour. C'est énorme. C'est la raison pour laquelle si vous essayez de planter des jolies fleurs sous un arbre, ça ne va jamais très bien marcher. C'est d'abord, en général, l'arbre fait de l'ombre, mais pas toujours, c'est pas toujours ça le problème. C'est simplement parce que l'arbre pompe tellement d'eau que les pauvres plantes en dessous meurent littéralement de soif. Et donc, c'est un phénomène extrêmement important. Il est important pour les agronomes, les gens spécialisés en agronomie forestière, pour savoir, mais au fond, qu'est-ce que mes arbres dans ma forêt boivent chaque jour? C'est important, même question dans les champs, un champ de maïs, je mets un plant de maïs, qu'est-ce qui me boit comme eau et qu'est-ce qu'il faut assurer comme approvisionnement. Et c'est important parce que toute cette évaporation d'eau joue un rôle extrêmement important en prévision météo et climatique. Parce que ça joue un rôle très important dans ce qu'on appelle les échanges d'eau dans l'atmosphère. Il faut savoir qu'évaporer un litre d'eau, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte très cher en énergie de faire bouillir de l'eau, en fait. Et donc, quand vous faites évaporer de l'eau, vous mangez énormément d'énergie dans le système atmosphérique. Et donc, en fait, faire évaporer de l'eau, ça refroidit. On le sait, c'est ce qui rafraîchit quand on se mouille. C'est le phénomène d'évaporation qui est donc extrêmement consommateur d'énergie. Et donc, ça va boulotter énormément d'énergie dans l'atmosphère et ça joue donc un rôle très important dans ces échanges d'énergie et donc dans les modèles climatiques. Donc, selon que vous mettiez une forêt ou vous supprimiez une forêt, par exemple, quand vous faites des modèles climatiques à long terme, où par exemple les changements climatiques vont induire une déforestation ou le contraire, ça va aussi changer toute cette balance d'énergie. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour en dire beaucoup plus, mais c'est pour vous dire à quel point ce phénomène est important. Alors à Membach, n'oubliez pas qu'on est souterrain et donc on a ce gravimètre et qui mesure avec ce qu'on appelle un cône de sensibilité, si vous voulez, il voit tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans un rayon de 300 mètres autour de lui. C'est à la fois peu et beaucoup, c'est peu, parce que par rapport même à une région, ça reste limité, mais c'est beaucoup par rapport à une simple sonde d'humidité du sol qui est juste ponctuelle, ou par rapport à un pluviomètre, vous allez voir, on va y revenir, qui est très ponctuel. Et donc, je vous rappelle, s'il tombe 7 mm d'eau, on a un clément, l'équivalent de clément qui s'assied au-dessus du gravimètre. Et donc, un simple 2 mm d'eau, on a
un dixième de milliardième de G ou un tiers de Clément. Et là, on est vraiment à l'extrême limite des capacités de l'instrument. Et pourtant, on a été les premiers. C'est un résultat dont il faut parfois quand même pas de mal à dire sa fierté. C'est un résultat dont je suis extrêmement fier. C'est que je suis le premier à avoir pu montrer l'effet des variations de pesanteur induites par les arbres. En fait, ce qui se passe, je m'étais posé la question, mais à Membach, on a cette forêt au-dessus. Chaque année, chaque jour de beau temps en été, la forêt nous boit, chaque arbre dans les bois nous boit 2 à 300 litres d'eau. Je dois le voir dans les mesures de gravimètre. C'est des cléments qui disparaissent au fil des jours. C'est un phénomène bien connu des hydrogéologues et je le voyais sur les sondes d'humidité qu'on avait mises dans la forêt. C'est ce qu'on voit sur la courbe bleue. On voit que pendant la journée, quand il fait beau, au mois de juin, par exemple, on voit le niveau en eau dans le sol diminue et puis la nuit, ça s'arrête. Pourquoi? Quand le soleil se couche, les arbres, ils arrêtent de travailler. Et quand le soleil se lève, les arbres recommencent à pomper de l'eau. En fait, ils pompent l'eau et ils l'évaporent par leurs feuilles. Et il faut savoir qu'en fait, cette évapotranspiration, ça je ne l'ai pas encore dit, mais c'est vraiment un phénomène de circulation cardiaque pour l'arbre. C'est cette évapotranspiration qui lui permet de vivre. C'est le fait que l'eau s'évapore par ses feuilles qui actionne ce pompage d'eau par ses racines. Et donc, c'est ce qui assure toute sa circulation de sève au sein de son tronc et de son organisme. Donc, cette évaporation a vraiment un rôle vital pour l'arbre. C'est ce qui lui permet vraiment de vivre et d'avoir cette circulation de sève qui, cependant, s'arrête pendant la nuit. Et je me suis dit, mais ce signal, je dois le retrouver dans le gravimètre. Et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. On a passé 2 ans avec mon collègue de La Rochelle, de l'Université de La Rochelle, qui est plus spécialiste dans le traitement des données que moi. Moi, je viens avec mes mesures et lui, il applique tous ses outils statistiques. On a mis un peu de temps à le trouver. On a fini par le trouver. Et ça colle avec ce qu'on connaissait par d'autres techniques. Et donc, ça, c'était vraiment une mesure directe de peser littéralement l'eau perdue par les arbres. Et donc, là, on avait en moyenne presque 1 milliardième d'eau par jour. Donc, même pas un clément par jour. Donc, vraiment difficile à mesurer, mais on est parvenu à le mettre en évidence. Depuis lors, Strasbourg a pu le mettre en évidence, mais eux, c'était beaucoup plus facile. Ça se voyait à l'œil nu. Moi, j'ai dû reuser. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais eux, ils avaient installé le gravimètre dans une forêt dans les Vosges et du fait de la géométrie des lieux et de la forêt, ils avaient un signal 3 fois plus fort. Alors, quand vous cherchez quelque chose qui est à la limite du visible, c'est dur à voir, surtout quand personne ne l'a jamais vu avant. Quand vous avez 3 fois la limite du visible, là, ça devient forcément visible comme le nez au milieu de la figure. Néanmoins, en science, on sait que le premier qui l'a vu est le gagnant et c'était nous à l'observatoire. Autre chose qui m'a beaucoup amusé, et le mérite en revient à mon collègue Laurent Delop, qui était à l'époque le responsable des radars météo de l'Institut météorologique, qui sont responsables du radar de Yabek, très visible depuis l'autoroute quand on va vers Ostende, et celui de Huidemont en Ardennes. Et il m'avait dit, un jour où on mangeait ensemble à midi, mais ton gravimètre, je lui avais déjà expliqué donc on voit l'évapotranspiration, mais voici le contraire. Ça, c'est un truc qu'on avait constaté depuis longtemps. Même pas que chaque fois qu'il pleut, on voit les effets des chutes de pluie, on voit la pesanteur qui change brutalement chaque fois qu'il pleut. Pourquoi? Parce que tout à coup, on rajoute des cléments au-dessus du gravimètre. Tous ceux qu'on a perdus par l'évapotranspiration dans l'atmosphère reviennent quand il pleut, heureusement. Sinon, le sol s'assécherait de manière catastrophique. Et il dit, mais est-ce qu'on peut pas voir ça avec ton gravimètre? Parce que moi, j'ai un problème avec mon radar météo, surtout quand c'est des orages de grêle, on a beaucoup de mal à évaluer les précipitations. Et le problème qu'on a, c'est qu'on peut comparer naturellement, et c'est ce qu'on fait, les données du radar avec les pluviomètres, mais le pluviomètre, il a, c'est ce que je montre dans le transparent suivant, le pluviomètre, il a une empreinte très petite, alors que le radar, il a une empreinte de 40 hectares. C'est très difficile, surtout les pluies d'orage, on sait qu'il y a des variations très fortes. On peut avoir, dans des pluies d'orage, vous pouvez avoir 2 pluviomètres à 10 mètres l'un de l'autre. On peut avoir des variations de 50% dans les précipitations, simplement parce que c'est des phénomènes, ce qu'on appelle très convectifs, avec une atmosphère qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de variations dans la façon avec laquelle la pluie tombe, et donc on peut avoir des variations très locales. Et donc c'est très difficile de mesurer avec le radar, surtout s'il s'agit de pluies orageuses. Par contre, le gravimètre, comme je l'écris ici, il travaille il a la même échelle. Rappelez-vous de son cône de sensibilité, c'est exactement le cône de sensibilité du radar. On s'est dit, ce serait bien de les comparer. En fait, le problème du pluviomètre, comme je l'indique ici, l'empreinte d'un pluviomètre est 10 millions de fois plus faible que celle du radar. Et donc, autrement dit, le gravimètre, il collecte 50 000 fois plus de précipitations, ou le radar, 50 000 fois plus de précipitations en un endroit donné que les 400 pluviomètres du réseau belge. Et l'avantage du gravimètre, c'est que, comme je vous l'ai dit, il mesure en fait directement les variations de masse. Vous avez dit que la pesanteur varie avec les variations de distance, mais là, on sait bien que le gravimètre
gravimètre, surtout à l'échelle d'une pluie, ne bouge pas à la station de Membach. Donc, si la pesanteur bouge, c'est lié aux variations de masse. Alors, pourquoi est-ce que le radar a des limites? C'est parce qu'il est perturbé. Ça peut être des vols d'insectes, d'oiseaux d'ailleurs. Pour la petite histoire, le radar météo voit parfois des oiseaux migrateurs passer. Ça fait partie des communications amusantes du radar. Ça peut être des avions, ça peut être la grêle, et ça je vais y revenir. Ça peut être le radome lui-même qui est mouillé par une pluie. Ça peut être aussi les propagations des ondes radar qui sont perturbées notamment par, surtout dans les milieux d'orage où vous avez un profil vertical de l'atmosphère qui est terriblement perturbé. Et surtout, en fait, comment fonctionne le radar météo? L'onde radar émise par le radar est réfléchie par les gouttes d'eau. Mais le problème, c'est que le coefficient de réflexion est hautement sensible à la taille des gouttelettes. Ça varie avec non pas le carré de la taille de la gouttelette, mais la taille de la gouttelette exposant 6. Donc, c'est extrêmement sensible. Et quand on a de la grêle, c'est très perturbé. On a une très mauvaise idée des quantités de grêle exactes liées à la qualité du signal radar réfléchi. Et donc, ce qu'on a fait, on a fait différentes recherches. Là, Laurent m'a dit, j'ai eu de la grêle sans doute tel jour, tel jour, tel jour. Ça souligne aussi l'importance d'avoir une continuité dans la mesure et qui est une des caractéristiques des instituts scientifiques fédéraux que le gouvernement malmène ces derniers temps. Mais un institut comme l'Institut des sciences naturelles ici, ou l'Institut royal météorologique, ou l'Observatoire royal de Belgique, une de nos missions, et on les remplit, c'est de mesurer dans la durée et la continuité. L'Institut des sciences naturelles, ça peut être aussi les mesures du Belgica en mer du Nord, par exemple. On y reviendra si vous voulez. Et donc, on a pris ces longues séries de mesures et j'ai recherché tous les événements intéressants et j'y croyais pas trop. Je savais que la pesanteur sautait chaque fois qu'il pleuvait, mais je me suis dit, ça va pas marcher parce qu'il y a d'autres effets perturbateurs. Et l'étude a marché au-delà de toute espérance. Ce que vous voyez ici, c'est deux exemples. Ici, c'est un exemple sans doute de grêle. Et vous voyez en rouge le signal de pluie déduit du radar, mais sans correction de grêle. Et alors, ils ont des algorithmes de correction. Et là, Laurent en a appliqué un en vert. Et on voit que le signal a déjà été nettement amélioré, en tout cas colle nettement mieux au signal du gravimètre, aux variations d'eau, de masse d'eau déduites du signal de gravimètre que vous revoyez ici en bleu. Alors les ratchatchak, là, les variations que vous voyez là, ce sont des séismes qui se produisent peut-être sans doute ailleurs dans le monde au moment où le gravimètre mesure et qui perturbent un peu le signal. Voilà, ceci ne donne qu'un exemple. On a fait des jolies statistiques. Il y a encore plein de travail qui serait à faire là-dessus. C'est un article qui a eu énormément de succès chez les météorologues parce que c'était vraiment une manière tout à fait nouvelle de travailler sur la qualité de mesure du radar. Alors, ça, c'est un peu l'anecdote. Ça, ce sont des mesures de variation de pesanteur à Membach. Alors, c'est après correction des effets de marée qui sont bien connus. Il y a aussi des effets de pression atmosphérique sur lesquels je ne vais pas rentrer en détail. Mais ce que vous voyez à Membach, c'est d'abord essentiellement ces variations saisonnières. Où on voit que la pesanteur dépend des saisons. Pourquoi? Parce qu'en été, il y a moins d'eau dans le sol et il y a plus d'eau en hiver. Donc, autrement dit, en fait, vous êtes plus léger en été qu'en hiver. Pourquoi? Parce qu'en été, il y a moins d'eau dans le sol, donc vous êtes légèrement moins attiré vers le centre de la Terre. Alors, n'allez pas tromper votre médecin parce que, en fait, de toute façon, votre masse intrinsèque ne change pas, mais ça peut fausser les mesures sur la balance. Si c'est une balance, ça ressort comme style pèse-personne à la maison. Mais on est au milliardième de G, donc ça ne va jamais être mesurable pour ce qui est de votre masse à vous. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a alors le hasard des choses, on a deux extrêmes qui se sont suivis, c'est les inondations de 2021. Alors, pour rappel, Membach est dans la vallée de la Vestre et Membach a failli être inondé, on a échappé belle. Mais ici, on a vraiment un extrême lié à cette très importante précipitation, donc une forte augmentation de pesanteur. En réalité, à Membach, le gravimètre a vu le contraire parce qu'il est souterrain, mais on va faire comme si le gravimètre avait été en surface, donc augmentation de la pesanteur. On va dire que les cléments étaient sous le gravimètre et pas au-dessus. Il a suffi de retourner le signe de l'instrument. Et on voit ici, l'été 22 a été exceptionnellement sec. On est passé d'un extrême à l'autre. Alors, extrême à l'autre, de nouveau, ici, la flèche indique 2 milliardièmes de G, donc c'est maximum, allez, une dizaine de milliardièmes de G. Donc, on est à tout casser, un clément et un quart. Mais néanmoins, on le mesure très bien et on en a fait des études. Ici, je vous ai illustré avec l'évapotranspiration et avec le radar météo. Rochefort, même histoire. Alors, Rochefort, le gravimètre est en surface. Alors, c'est assez particulier. On a régulièrement des inondations de la grotte quand la rivière L'Homme déborde et inonde le Nou-Molin, pour ceux qui connaissent les lieux. Alors, d'habitude, l'inondation se fait gentiment sans inonder le parking à côté ou sans inonder la ville. On est arrivé évidemment avec un extrême particulier ici où on a
partout inondé. Donc, si vous voulez, la photo ici, c'est exactement ici, prise du pont qui est inondé ici en 21. Et donc, chaque inondation, mais disons normale, produisait chaque fois des pics de pesanteur, parfois en été, parfois en hiver, selon les saisons. Ici, ce sont toutes des inondations d'hiver, mais je dois avoir une crue d'été. Ben, typiquement, celle de 2021 est une crue d'été. Et on voit les variations de pesanteur, et ça nous a donné, c'est un très beau travail de thèse par Arnaud Watley, conjoint avec, que j'étais copromoteur avec Olivier Kaufmann à l'Université de Mons. Et Arnaud a déduit de toutes ces mesures de crue, en fait, il a déduit de ces variations de pesanteur le fait qu'il y avait des cavités non répertoriées dans les grottes. Ça excite tout de suite les spéléologues quand on leur parle de cavités possibles. Alors malheureusement, on ne pense pas de ce qu'on connaît du système. Ce ne sont pas des cavités sous forme de grandes galeries inexplorées. On suspecte plus des grandes cavités dans des amas de blocs. Donc c'est moins sexy qu'une galerie inexplorée. Mais enfin, qui sait, on y arrivera peut-être. Donc c'est un très beau résultat parce que ça vraiment, et c'était inattendu. La thèse n'était pas tout à fait focalisée là-dessus. Mais il a permis de mettre en évidence des cavités non connues dans le système karstique, donc une grotte. C'est du fromage d'Emmental, de la roche creusée par l'eau, par l'acidité de l'eau. Et donc, quand vous êtes dans une grotte, vous êtes dans un karst, pour être exact. Alors, je vais terminer quand même parce que c'est mon dada aussi, c'est l'aspect métrologique. Donc, je vous ai dit que la pesanteur était importante pour le kilogramme. Alors, le Bureau international des poids et mesures est à Sèvres. Il y a même une allusion à Audiard dans le cave Serebif avec une citation que j'aime beaucoup. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait à Sèvres. En fait, il fait allusion, Jean Gabin, ou Audiard, qui lui prête les paroles, au Bureau des poids et mesures, fort joli endroit au-dessus de Paris, près du pont de Saint-Cloud. Et donc, pendant longtemps, le kilogramme était gardé à Sèvres jusqu'en 2018. Et en fait, la métrologie locale, quand vous allez faire le plein d'essence, vous verrez ces étiquettes vertes, ou si vous allez chez le boucher, on en parlait tout à l'heure, ben, ça prouve que la métrologie a contrôlé la balance. Et il y a intérêt, c'est une des belles réalisations de la Révolution française, on n'en parle jamais, mais pour moi, c'est une des plus belles réalisations, c'est cet aspect de l'établissement du mètre et du système métrique et de la convention du mètre de 1878, si je ne dis pas de bêtises, qui est en fait liée à l'égalité. Jusqu'avant la Révolution française, les grandeurs étaient un peu le fait du prince et on mesurait à la tête du client pour dire les choses platement. Donc, au moins, ça assure que chacun qui achète 1 kilo de quelque chose reçoive bien 1 kilo et qu'on n'essaye pas de le rouler. Et je ne serais pas étonné que Trump s'attaque même un jour à ça. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, le kilogramme, et on va terminer avec ça, c'était la référence du kilogramme, c'était la seule unité du système métrique, comme on l'appelle à l'école, qui était encore sous forme d'un étalon matériel jusqu'en 2018. C'est un petit objet en platine. Alors, comme le platine est très dense, c'est grosso modo aussi lourd que le plomb. C'est pas très grand, l'étalon de kilogramme. C'est 1 kilo de platine, ça vaut son prix. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque de perte. Il n'est pas durable, il s'altère. Alors, on le comparait, le grand K, comme on l'appelait. Oui, il a beau être kilo, et kilo, ça a beau s'écrire avec un petit K. L'étalon de kilogramme s'appelle grand K dans toutes les langues. Les Anglais disent grand K. Il s'altérait parce que quand on le comparait avec ses copies, on voyait qu'il y avait des variations qui étaient toutes en sa défaveur. Donc, on avait tendance à penser qu'il avait tendance de mémoire à perdre du poids, de la masse, mais je devrais vérifier ça. De toute façon, c'est sensible aux conditions environnementales et en plus, quand on a des étalons, il faut les comparer pour s'assurer que les étalons racontent toujours la même chose. Et donc, logistiquement, il faut chaque fois voyager à Sèvres. C'est pas pratique. Alors, pour la petite histoire, j'ai représenté aussi le mètre étalon qui est à côté, qui est aussi en platine iridiée, c'est-à-dire qui contient de l'iridium, notamment pour le durcir. Mais lui, ça fait depuis les années 60 qu'il n'est plus l'étalon. Il a été à la retraite. Et donc, c'est ce que j'ai représenté par la tour des pensions. Notre brave kilogramme en 2018 a pris sa retraite. C'est que nous a valu, j'en ai fait un joli article dans le journal de l'Union américaine de géosciences. Ils m'ont même fait l'honneur de la couverture. Parce qu'en fait, l'article voulait dire que malgré la dématérialisation du kilogramme qui est liée à des constantes de la nature, tout comme le mètre, c'est la définition
radiation, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une fraction de seconde donnée. Kilogramme, il est quand même toujours lié aux géosciences en ce sens qu'il y a un gravimètre caché derrière dans le cadre des expériences de la balance de Watt ou de Kimball, pour ceux qui veulent le savoir, qui est effectué dans certains laboratoires de métrologie, dont le METAS en Suisse ou le laboratoire de métrologie français. Alors, il faut savoir qu'au niveau métrologique, même là, Trump est en train de faire des coupes, donc je ne sais pas comment les collègues de la métrologie américaine vont s'en sortir. Et je termine par ça, c'est que comme le gravimètre joue un rôle important en métrologie, il fait des intercomparaisons pour s'assurer que les gravimètres racontent la même histoire. Et là, vous voyez 3 types de campagnes d'intercomparaison. C'est un peu comme les réunions de druides dans Astérix. On se réunit tous avec notre instrument et on compare, tout comme les druides comparent leurs potions. Là, vous me voyez dans un souterrain à Wolferdange à Luxembourg. Là aussi, ça c'est à l'Université de Luxembourg. Ça a aussi été fait à Sèvres, au bureau des poids et mesures, entre autres. Et vous voyez que le plus important, évidemment, c'est de s'assurer que tous les instruments racontent à peu près tous la même histoire au bar de mesure près. Je termine par ce que j'appelle une figure diabolique. Vous laisserez rêver là-dessus. C'est un peu envers tous les phénomènes qu'on peut mesurer avec les variations de pesanteur sur Terre si on veut faire des géosciences. Alors, je rappelle quand même parmi les trucs les plus importants, c'est les variations des glaces, des masses de glace, quand même, très important dans le climat. Le volcanisme, malheureusement, technique pas assez utilisée en volcanologie parce qu'elle est très coûteuse et en plus, vous ne pouvez pas prendre le risque, par exemple, de mettre un gravimètre à supraconductivité et de le faire griller par une éruption volcanique. Et en hydrologie, je dirais, pour être honnête et pour clôturer, que c'est une technique qui souffre un peu des coûts. Et donc, comme elle est chère, on en fait peu. Comme on en fait peu, il y a peu de succès à raconter. Et comme on raconte peu de succès, les gens en achètent peu et donc ça reste cher. Voilà. Et j'avais une question, mais du coup, vous y avez répondu. C'était l'utilisation en hydrologie du gravimètre et par rapport à d'autres applications. Mais j'ai compris que ce n'était pas tant que ça. Pas tant que ça, mais il y a pas, mais je vous dis, maintenant les Allemands à la Jougspitze, il y a d'autres collègues qui sont occupés, mais ça reste confidentiel, à mon grand regret. Alors par satellite, le satellite Grace pour le nommer, le couple de satellites Grace qui vous donne, sans que vous le sachiez, en fait, ces variations sur les gigatonnes de masse de glace, il a aussi fait pas mal d'études sur l'hydrologie, mais alors on est à une autre échelle. Grace, il est très myope. Pour Grace, la Belgique est un pixel. Alors, rappelez-vous, mon gravimètre, lui, son empreinte, c'est quelques hectares. Hein. On est dans des domaines d'échelle complètement différentes. Ils peuvent vous donner des informations sur les variations de masse d'eau, mais à une échelle complètement différente. Par contre, Grace a donné des informations très importantes sur les variations à très grande échelle de masse d'eau dans les bassins de l'Amazone, du Congo, donc les très grands bassins, le Mississippi ou dans l'Himalaya. Il est même parvenu à mettre en évidence les effets des pompages massifs des aquifères dans la vallée du Gange, qui donne aussi des informations extrêmement importantes sur ces bilans en masse d'eau. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde, hein, d'ailleurs, ces mesures de télédétection, parce qu'il y a parfois des pays ou des gens qui ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils extraient ou ce qu'ils exploitent, hein, soit dit en passant. Par contre, avec Grace, dans l'état actuel des choses, vous oubliez quelque chose comme le bassin de la Meuse ou de l'Escaut, ça c'est beaucoup trop petit, il est beaucoup trop myope.